Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième session sur la sécurité. Mon nom est Gilles Danjou, je travaille sur le projet Wakanda depuis 4 ans en tant que chef de projet senior et je dirige aussi l'équipe de développement web. Donc je vais vous parler de sécurité. Il y a eu plusieurs sessions sur la sécurité que vous avez peut-être vues. Moi je vais me focaliser sur le contrôle et l'accès aux données. Donc, je vais vous montrer par des exemples pratiques comment on peut sécuriser une application Wakanda. Donc je vais commencer par vous faire l'inventaire des outils proposés par Wakanda. Donc le premier c'est le scope. Donc vous connaissez le scope sur les variables, donc la portée des variables. Ici on va parler de portée des données et des méthodes, donc pour définir en fait l'espace dans lequel vont être publiées vos données. Wakanda propose une gestion des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs avec un système d'authentification et de permission. Donc nous verrons aussi quelques exemples pour gérer ces utilisateurs. Les restricting queries est un concept très performant dans Wakanda pour filtrer les informations qui sont publiées vis-à-vis d'un utilisateur connecté. On verra des exemples aussi. Donc les méthodes de data class sont le meilleur moyen de contrôler et de valider les informations qui arrivent au serveur. Donc nous verrons aussi des exemples. L'objet session storage est un objet du corps du JavaScript server-side. Il permet de conserver des informations sur les sessions. Il faut savoir que cet objet est instancié à chaque contexte JavaScript. Donc chaque utilisateur a un objet session storage qui lui appartient et qui est vivant tout le long pendant tout le cycle de ce contexte JavaScript. L'héritage de classe permet aussi de définir différents niveaux d'accessibilité aux données. Je ne traiterai pas ce sujet dans cette session, mais il faut savoir que ça existe. Enfin, les attributs calculés et les événements de data class vous permettront de faire de la validation de données pour vérifier que les données reçues du client sont conformes à vos règles métiers. Avant-dernier point, notre serveur de base de données supporte les transactions, comme n'importe quelle base de données moderne. Et donc, vous pouvez gérer plusieurs modifications de données en un seul bloc. Et enfin, notre serveur HTTP supporte le protocole HTTPS qui permet de crypter les données et donc sécuriser les transferts entre le client et le serveur. Donc avant de passer aux exemples pratiques, je vais vous exposer quelques bonnes pratiques, plutôt des conseils en fait, pour développer votre application. Donc la première chose que vous devez vous rappeler quand vous designez votre modèle de données, c'est de définir quelles sont les données que vous voulez accessibles sur le client ou quelles données ne doivent pas quitter le serveur. Donc c'est dans votre modèle de données que vous allez définir la publication de vos données. Ensuite, concernant votre logique métier, vous écrirez autant que possible votre code côté serveur, car le code côté client n'est absolument pas sécurisé. Il suffit de taper dans la console pour modifier le code. Donc si vous écrivez vos règles métiers côté client, un utilisateur mal intentionné pourrait outrepasser ces règles métiers. D'autre point, utilisez autant que possible l'authentification et les permissions dans tous les points de contrôle et les accès aux données côté serveur. Donc je vous montrerai quelques exemples pour contrôler qu'un utilisateur a les droits pour interagir avec vos données ou vos méthodes. Il est une bonne pratique d'utiliser les méthodes de classe et les transactions pour sauver vos données. Ça permet de regrouper en fait toutes les modifications apportées à votre base de données. Donc je vous montrerai comment utiliser ces méthodes de classe pour gérer ces sauvegardes de données. Enfin, les restricting queries permettent, comme je vous le disais, de filtrer l'accès aux entités, aux données. Et donc là, vous pouvez faire un usage intensif. C'est vraiment le moyen le plus sûr pour vérifier que les données correspondent bien à l'utilisateur connecté. Donc
je vous parlais du code du navigateur qui n'est pas sécurisé. Donc il ne faut jamais faire confiance au code qui est écrit du côté navigateur. Les données que vous pensez envoyer en mode read-only au navigateur peuvent être altérées en retour. Donc il ne faut jamais utiliser le navigateur comme contrôle de sécurisation de vos données. De la même façon, quand vous créez votre interface, votre interface doit refléter les restrictions que vous avez codées côté serveur dans votre logique métier. Mais il ne faut pas compter sur votre interface pour interdire ou pour essayer de contraindre les actions utilisateurs. Je vous donne un exemple. Si vous mettez un champ de saisie texte en mode read-only ou désactivé côté client, il suffit de taper dans la console pour le rendre actif. L'utilisateur peut modifier les données comme il le souhaite. Donc, c'est juste un miroir de vos restrictions qui sont gérées côté serveur. Enfin, vous pouvez référencer vos pages en HTTPS, comme je vous l'ai dit, pour crypter vos communications avec le serveur. Donc on va passer à des exemples pratiques. Donc là, j'ai créé une solution spécialement pour cette session. Je vais ouvrir mon modèle de données. Là, j'ai une data class contrat qui contient des informations sur les contrats de la société. On peut aller voir ce qu'il y a dans la base de données. Donc, on a des contrats et particulièrement une donnée sensible, le montant du contrat. Donc, la première chose qu'on voudrait, c'est d'interdire que ce montant puisse être à n'importe quel moment visible côté client. Donc, on va utiliser le scope. Donc le scope d'un attribut, donc l'attribut montant. On a plusieurs options pour ce scope. On peut définir qu'il est public, donc accessible partout, côté client et côté serveur. On peut restreindre son accès au serveur, donc il ne sera jamais visible côté client. On peut encore restreindre en disant que cet attribut est private, donc cet attribut ne pourra être utilisé uniquement dans cette data class contrat, soit dans un attribut calculé, soit dans une méthode de data class. Et si on veut, la propriété protected est un peu moins restrictive que private, puisque si vous mettez protected, cet attribut pourra être utilisé dans cette data class ou dans les data classes étendues. Et donc, je vais interdire que cet attribut montant soit... Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, j'ai cliqué où il ne fallait pas. Cet attribut montant soit publié côté client. Voilà, donc je recharge le modèle. Et de ce fait, au lieu d'avoir la valeur du montant, j'ai un code d'erreur renvoyé par la grille me disant que les valeurs ne sont pas disponibles. Donc maintenant, on peut imaginer que je veux interdire complètement la visibilité de ces contrats côté client. Donc les scopes peuvent être définis soit au niveau d'une data class, soit au niveau d'un attribut, ou soit au niveau d'une méthode de data class. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais publier ce contrat, ces données de contrat uniquement sur le côté serveur. Et si je reviens sur mon interface, la grille ne s'affiche pas car la data class n'existe plus du côté client. Donc ça, c'est un moyen de restreindre en fait la publication de vos données. Et pourtant, côté serveur, si je reviens sur mon code, donc qui affiche tous les contrats, j'ai bien mes contrats qui sont disponibles côté serveur. Bien, maintenant je vais vous montrer comment on utilise les utilisateurs et les groupes, et les authentifications et la permission. Donc dans une solution, quand vous créez une solution, vous avez un item directory, vous double-cliquez dessus et vous ouvrez l'éditeur de user and group. Voilà. Je vais créer un deuxième utilisateur qui sera moi, avec un login et un mot de passe. Voilà. Et je vais créer un troisième utilisateur, John. Pareil, avec un login et un mot de passe. Voilà. Donc je vais créer aussi des groupes. Donc vous pouvez voir qu'il y a déjà deux groupes de créer. Donc le groupe d'admin qui permet de gérer les privilèges des utilisateurs au niveau de votre application. Et le groupe debugger qui permet de gérer les privilèges d'accès au debugger pendant votre phase de développement. Donc je vais créer des groupes. Donc le premier groupe, ce sera manager.
Le deuxième groupe, ce sera... employé. Et je vais créer un troisième groupe que je vais appeler un internal ou système, qui ne contiendra jamais aucun utilisateur. Donc c'est un groupe qui vous permet de gérer les privilèges d'accès en interne pour des actions spécifiques que vous ne voulez pas accessibles directement à un utilisateur. Donc avant de... Alors je vais d'abord mettre mes utilisateurs dans mes groupes. Donc je vais décider que... donc je vais me mettre dans les managers. John sera dans le groupe des employés. Et donc l'administrateur sera dans le groupe admin. Ensuite, je vais emboîter mes groupes. Donc je vais mettre dans le groupe employé le groupe manager. Dans le groupe manager, je vais mettre admin. Et dans le groupe admin, je vais mettre internal. Alors avant de continuer, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc on va revenir sur l'utilisation des groupes utilisateurs. Alors d'abord, les groupes permettent de rassembler des utilisateurs qui ont les mêmes privilèges. Donc ça c'est assez simple. Ensuite, ces groupes vous permettent de faciliter la hiérarchie des privilèges entre utilisateurs. Donc un groupe, ça c'est très important, un groupe qui est contenu dans un autre groupe hérite du groupe contenant. Enfin, les groupes servent à... Question ? Je vais expliquer ça. Donc ensuite, les groupes vous servent pour définir, pour retrouver les permissions des utilisateurs. Donc vous les utiliserez côté serveur à chaque fois que vous voulez faire un point de contrôle sur l'identité d'un utilisateur. Donc justement, je vais expliquer un peu plus en détail la hiérarchie des groupes. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans employé inclus manager qui inclut admin qui inclut internal. Donc on peut dire que internal est le groupe de plus haut niveau, puisqu'il va hériter de tous les groupes, de tous les privilèges des groupes admin, manager et employé. Au contraire, employé est le groupe de plus bas niveau, puisqu'il ne contient que les privilèges d'un employé. Ça répond à ta question, Simon? Voilà. Donc de la même façon, admin a plus de privilèges de manager et que employé. Donc on va voir un exemple. Je vais retourner dans mon modèle. Alors je vais recharger le serveur pour prendre en compte mes nouveaux utilisateurs. Et je vais ouvrir la data class employé. Voilà. Donc sur cette data class employé, si je ne mets pas de permission sur cette data class, côté client, j'ai accès à toute la liste des employés. Donc là, on a 3 employés, Dave, John et Dan. Maintenant, je vais définir que l'accès en mode lecture aux employés est réservé au manager. Et de la même façon, je peux dire que tout ce qui est mise à jour et suppression d'un employé est réservé au groupe internal. Donc on ne donne pas accès directement aux utilisateurs à ces deux méthodes. On va gérer ça en interne. Donc je sauve. Cette fois-ci, si je recharge la page, comme je ne suis pas authentifié, je n'ai pas accès à la liste des employés. Maintenant, je vais m'authentifier en tant que manager. Et cette fois-ci, j'ai accès à toute la liste des employés. Si je m'authentifie en tant qu'admin, de la même façon, j'ai accès à la liste des employés puisque j'ai hérité des privilèges du manager. Maintenant, on peut essayer aussi avec un employé. Cette fois-ci, John n'a pas les droits pour visualiser les employés, donc il ne peut pas voir la liste. Voilà, donc ça c'est la manière la plus simple de gérer vos utilisateurs dans des groupes. Maintenant, on va voir comment utiliser des utilisateurs de votre base de données pour gérer les permissions. Donc grâce au logging listener. Donc qu'est-ce qu'un logging listener? C'est une fonction que j'ai écrite dans le fichier required.js. Et dans cette fonction, vous voyez bien le code? Ça va? D'accord. Dans cette fonction, je vais pouvoir retourner plusieurs valeurs.
Si je retourne le booléen info, cela veut dire que je ne souhaite pas gérer l'authentification dans cette fonction. Et donc, c'est le directory qui va reprendre sa place de gestionnaire des utilisateurs. Maintenant, si je continue, je peux renvoyer un message d'erreur. Ce message d'erreur envoyé au navigateur indiquera à l'utilisateur qu'il ne peut pas s'authentifier. Et si l'authentification est un succès, alors on renverra un objet qui comprendra un identifiant unique, le nom qui est le login de l'utilisateur, et le full name qui sera le nom en clair affiché dans votre application. On renverra aussi le tableau de groupe auquel appartient l'utilisateur, et puis un objet storage qui contient des informations sur cet utilisateur. Donc comment cette méthode fonctionne? Donc premièrement, je vérifie, je recherche cet employé dans la base de données par son username. S'il n'est pas nul, je vérifie avec la méthode compute HA1 que la clé composée de son username et de son mot de passe correspond au mot de passe de la base de données. Si c'est le cas, alors ça veut dire que l'utilisateur est authentifié. Ensuite, je regarde parmi ces attributs la valeur de l'access level, c'est le niveau d'accès qu'on donne à l'utilisateur. Si son niveau d'accès est égal à 1, on va considérer que c'est un admin. Si cette valeur est égale à 2, on considère que c'est un manager. Et si cette valeur est égale à 3, on considère que c'est un employé. Donc on va regarder les employés qu'on a dans la base de données. Voilà. On voit qu'on a donc 3 utilisateurs. Dave est de niveau 2, donc c'est un manager, et on a 2 utilisateurs de niveau 3 qui sont des employés. Donc je reviens à ma fonction. Donc là, j'ai écrit mon logging listener. Maintenant, il faut installer ce logging listener pour que le serveur l'utilise lors de l'authentification. Pour cela, je vais écrire dans un fichier startup.js une fonction, enfin je vais utiliser plutôt, une fonction qui s'appelle setLoggingListener, qui appartient à l'objet directory du core de JavaScript server-side. Et je vais lui indiquer que le logging listener est ma fonction myLogging. Le deuxième paramètre est optionnel. Il permet de définir un groupe avec lesquels un groupe avec lequel on va utiliser cette fonction. On va utiliser les privilèges du groupe internal. Donc maintenant, comment cette fonction setLoggingListener retrouve ma fonction myLogging qui est dans un autre fichier? Eh bien, en fait, j'ai écrit cette fonction dans un fichier qui s'appelle required.js et qui a la particularité d'être chargé dans tous les contextes JavaScript côté serveur. Donc dès qu'un contexte JavaScript est créé, donc ce fichier est exécuté et donc cela installe les fonctions ou les objets que vous aurez définis dans ce fichier. Maintenant, dernière chose à faire, pour que cette fonction setListener soit appelée au démarrage de votre projet, pour que les logging listeners soient installés, je dois définir ce fichier comme Bootstrap. Et à ce moment-là, en fait, au démarrage de la solution, ce fichier va être appelé et installer le logging listener myLogging. C'est pour ça que je redémarre le serveur pour que ce fichier soit exécuté. Voilà. Donc je peux revenir à mon interface. Je recharge. Donc là, je vais m'authentifier en tant que Dave. Donc c'est un utilisateur de ma base de données cette fois-ci. On a vu que Dave avait un access level de niveau 2, donc il a accès aux employés. Maintenant, si je reprends mon utilisateur John, Dan, qui est un employé, enfin qui est dans le groupe des employés, celui-ci n'a pas accès aux données. Donc voilà, donc ça c'est les deux systèmes qui vous permettent de gérer l'authentification et les permissions de vos utilisateurs, soit avec le directory, soit avec votre base de données. Maintenant, nous allons parler des restricting queries. Donc, comme je vous l'ai dit, les restricting queries permettent de filtrer les informations visibles par un utilisateur connecté, authentifié. Donc, pour cela, je vais prendre, je crois que c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Oui.
donc ma table invoice. Non, c'est la table review. Voilà, c'est la table review. Donc une revue, c'est ce qu'on pourrait appeler en français un bilan personnel d'un employé. Donc dans cette data class, vous avez des informations confidentielles, donc la note de l'employé, son augmentation de salaire, même son salaire, ainsi que la date du bilan. Donc en tant qu'employé, je dois pouvoir avoir accès aux informations me concernant, mais évidemment, je ne dois pas voir les informations concernant mes collègues. Donc pour cela, je vais utiliser un événement sur cette data class qui est onRestrictingQuery. Donc dans cette fonction, je vais renvoyer une collection d'entités correspondant aux revues de cet employé. Donc le code est très simple. Je crée d'abord une collection d'entités vide. Ensuite, je récupère la session courante. Et si l'utilisateur courant appartient au groupe admin, alors je renvoie toutes les revues, puisque le admin doit pouvoir avoir un contrôle total sur les données. Par contre, s'il n'est pas admin, je récupère l'identifiant unique de l'utilisateur. Si cet identifiant n'est pas nul, alors je fais une requête sur le serveur avec les revues correspondant à l'ID de l'utilisateur. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc cette page-là. Voilà, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Et donc là, j'ai accès à toutes les revues des employés de la société. Maintenant, je vais me connecter sous le nom de Dave, donc qui est manager, mais peu importe, ce n'est pas par rapport à son niveau de privilège, c'est par rapport à lui qu'on veut voir les revues. Donc Dave n'a accès qu'à ses données personnelles. Donc voilà, les restricting queries, c'est vraiment le moyen le plus sûr d'envoyer des informations à un utilisateur qui les concerne, et surtout un utilisateur connecté. Ensuite, nous allons voir comment valider les données avant de les sauver. Donc pour cela, on va prendre la table invoice. Voilà. Donc la table invoice, donc ce sont des factures. Et donc une facture a une date. Et on va imaginer que dans mes règles métiers, j'ai décidé qu'on ne pouvait pas antidater une facture. Donc pour cela, en fait, je vais utiliser une méthode qui s'appelle, un événement qui s'appelle onValidate. Et sur cette méthode, dans cette méthode, je vais vérifier la validité des données envoyées par l'utilisateur. Donc, premièrement, je crée un objet error vierge. Ensuite, je vérifie que la date de facture saisie n'est pas nulle. Si elle est nulle, je renvoie un message d'erreur à l'utilisateur. Sinon, je récupère la session courante de l'utilisateur. Si cet utilisateur n'appartient pas au groupe admin, alors on va vérifier que la date saisie est différente et n'est pas inférieure à la date du jour. Si elle est inférieure à la date du jour, donc on va lui indiquer le message qu'il ne doit pas antidater ses factures. Donc on va voir un exemple avec la page des factures. Je vais sélectionner une date inférieure à la date du jour, donc par exemple le 3 septembre. J'essaye de sauver mon entité et le serveur me répond que je ne peux pas antidater mes factures. Au contraire, si je mets une date qui est supérieure à la date du jour, effectivement, ma facture se sauve correctement. Donc ça, c'est un moyen de valider les données. Maintenant, je vais vous montrer un autre cas. On pourrait imaginer que on ne veuille pas qu'un utilisateur puisse modifier certains attributs d'une data class. Donc par exemple, je vais prendre la data class transaction. Donc ce sont des transactions financières. Et dans mes règles métiers, il est dit que je ne peux pas ni modifier a posteriori la date, le type et le montant d'une transaction financière. Donc de la même façon que tout à l'heure, on va utiliser l'événement onValidate. Voilà. Et je vais donc créer un objet error vide. Ensuite, j'utilise la méthode getModifiedAttributes qui me renvoie tous les attributs modifiés par l'utilisateur.
avant d'être sauvé. Je parcours ce tableau d'attributs et si l'un des attributs correspond à un ID, une date, un type ou un montant, alors je renvoie un message d'erreur invalid change. Donc on va ouvrir la page des transactions. Je vais essayer de modifier les informations de cette transaction. Voilà. Et donc le serveur me renvoie bien une information me disant que je n'ai pas le droit de modifier ces données. Donc ça c'est un moyen de contrôler que des données ne seront jamais modifiées par un utilisateur. Alors je vais revenir sur mon code. Unvalidate. Voilà. Donc ce code a plusieurs inconvénients. Donc le premier inconvénient, c'est que la validation ne s'opère que sur une transaction qui a déjà été créée, et non à la création d'une transaction. Le deuxième inconvénient, c'est que les attributs non modifiables sont écrits en dur à l'intérieur de cet événement unvalidate. Ce qui veut dire que si on voulait faire le même genre de vérification sur tous les attributs, ou sur d'autres attributs d'une data class, il faudrait écrire son code chaque fois dans les différentes méthodes unvalidate. Donc on va voir comment on peut corriger ces inconvénients. Donc pour ça, je vais choisir une autre data class. Donc c'est une data class qui s'appelle project. Donc c'est un projet avec des budgets. Et donc je veux, en fonction de l'utilisateur, définir quels attributs peuvent être modifiés pour chaque niveau de privilège des utilisateurs. Donc de la même façon que tout à l'heure, j'ai une méthode onValidate. Donc dans cette méthode, je vais récupérer toutes les modifications invalides faites par l'utilisateur. Donc getInvalidModifications, c'est une méthode que j'ai écrite et qui me permet de vérifier qu'un utilisateur a le droit de modifier ses attributs. Donc on va voir le corps de cette fonction. Là, voilà. Donc cette fonction prend comme paramètre une entité. On récupère comme précédemment les attributs modifiés de l'utilisateur. On récupère aussi le nom de la classe utilisée. On va récupérer par rapport à cette data class les informations concernant cette data class qui ont été précédemment stockées dans le session storage. Je vais vous montrer ce que j'ai stocké dans ces informations. Et parmi ces informations, il y a deux tableaux qui nous intéressent. Donc les attributs invalides lors de la création ou les attributs invalides lors de la modification. Ensuite, on vérifiera que ces deux tableaux sont vides. S'ils ne sont pas vides, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas le droit de modifier certains attributs et on construira une chaîne à partir des noms de ces attributs qu'on renverra au client. Donc comment j'ai créé en fait ce tableau d'attributs invalides. Donc de la même façon que tout à l'heure, j'ai créé en fait un logging listener ici qui s'appelle myModCheckLogging qui a comme paramètre donc le username et le password. On vérifie que l'utilisateur est authentifié. Et dans cette méthode, on va créer un objet projectInfo qui va comprendre tous les attributs invalides. Donc on va interdire premièrement que l'attribut ID soit modifié ni à la création ni à la modification pour n'importe quel utilisateur. C'est un numérique auto-généré, donc on n'a pas à le modifier. Ensuite, on va vérifier que l'utilisateur a un niveau, on va vérifier le niveau de l'utilisateur. Donc s'il est admin, il n'a comme restriction que l'ID de la data class. Par contre, s'il est manager, on va lui interdire les attributs ID, la priorité et l'attribut visible. S'il est employé, on va lui interdire ces 5 paramètres ici. Donc voilà, donc on a stocké ça dans le session de storage et ensuite dans mon logging listener, je vais vérifier que les attributs modifiés par l'utilisateur ne font pas partie de cette liste. Il me reste une chose à faire, donc comme tout à l'heure, c'est d'installer ce logging listener. Donc je retourne dans mon dossier startup, je vais inverser les deux logging listeners. Donc là, ça va être myModCheckLogging qui sera mon logging listener. Je redémarre mon serveur.
Et nous allons pouvoir visualiser les informations concernant les projets. Voilà. Donc là, je vais m'authentifier en tant que manager. Je vais prendre mon dev t. Voilà. Et je vais essayer de modifier les données de mon projet. Voilà. Donc le serveur nous renvoie bien la liste des attributs qui sont non modifiables par un manager. Donc propriété est visible. Maintenant, si je m'authentifie en tant qu'employé, donc cet utilisateur a plus de restrictions et donc aura une liste d'attributs invalides correspondant à ces privilèges. Voilà, donc ce mécanisme vous permet de vraiment gérer les modifications auxquelles un utilisateur a le droit. Voilà, donc j'en ai fini pour cette session. Je vous ai présenté, je vais vous faire un rappel des notions que j'ai utilisées. Ah oui, non, d'abord, j'ai un petit diagramme à vous montrer. Donc ce diagramme en fait représente les différents niveaux d'accès aux données qu'on a dans Wakanda. Est-ce que c'est possible de zoomer? Ouais. Non. Non, ça marche pas. Donc je vais vous l'expliquer. Donc il y a trois cercles. Donc le cercle de gauche en haut, celui-là. Donc ces deux cercles-là vous représentent en fait les accès aux data classes, et ces trois cercles-là représentent les accès aux entités, aux données. Donc ici vous avez les data classes qui sont publiques, qui seront accessibles partout côté serveur, côté client. Ici vous avez les data classes qui sont réduites, qui sont disponibles uniquement pour les utilisateurs connectés. Ici, vous avez les entités qui sont retournées par les restricting queries, donc filtrées selon l'utilisateur connecté. Et ici, vous avez les deux endroits où les entités peuvent être disponibles, soit côté client et serveur, soit côté serveur seulement. Donc c'est un peu tous les accès aux données et aux data classes que je vous ai présentés dans cette session. Donc maintenant, je vais vous remontrer en fait les différentes notions qu'on a abordées. Donc le scope qui permet de définir l'espace de publication de vos données, de vos méthodes et de vos data classes. La gestion des utilisateurs et des groupes, l'authentification et les permissions, soit dans le directory, soit avec des utilisateurs de votre base de données. Les restricting queries qui permettent de filtrer les données vis-à-vis d'un utilisateur connecté. Ensuite, les méthodes de data class qui vous permettent de contrôler plus finement les données arrivant du client avant d'être sauvées. L'objet session de storage qui permet d'identifier un utilisateur connecté. Et les attributs calculés et les événements de data class qui vous permettent de faire de la validation de données. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette session. Vous aurez tout le matériel disponible sur le site wakanda.org. Vous pourrez refaire ces manipulations. Et puis, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le contrôle et l'accès des données pour sécuriser votre application Wakanda. Je vous remercie. Des questions? J'ai oublié les questions. Oui. Bonjour. Tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait des méthodes qui pouvaient être côté serveur pour justement tout ce qui est métier. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est métier, ça sera protégé de quelle façon? Par le login, une fois que le client sera connecté? Si vous voulez, déjà, pour qu'une méthode côté serveur soit accessible, du point de vue du client en navigateur, il faut que vous la mettiez en public. C'est-à-dire que si vous la mettez public on server, elle ne sera jamais accessible par un utilisateur. Donc ça, c'est le premier rempart de sécurité. Ensuite, si vous
permettez à un utilisateur d'accéder à cette méthode côté serveur, effectivement, dans cette méthode, vous allez vérifier son identité. Enfin, ou en tout cas son niveau de privilège. C'est ce qu'on a vu quand j'ai voulu... C'était dans quoi? Voilà, tester les niveaux alors oui, de votre base de données. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par objet? Ah non, non, non. Alors, au tout début, je vous ai montré les scopes. Donc, les scopes, vous pouvez vraiment réduire la visibilité de... À la création, j'entends. À la création. Ah, par défaut, ils sont publics. Oui, par défaut, ils sont publics. On les met publics. Oui. Oui. Merci. Lorsque l'on va écrire des formules qui vont permettre de déterminer quels sont les enregistrements qu'un utilisateur va pouvoir voir, vous avez montré un exemple simple avec le ID de l'employé est égal à ID de la revue. Est-ce qu'on peut envisager des choses complexes, voire très complexes, et avec des formules qui pourraient naviguer sur plusieurs tables? Un exemple, un chef de service pourrait voir tous ces documents ou toutes ces revues, plus toutes les revues des personnes qui lui sont rattachées. Bien sûr. Ça fait partie de votre logique métier. Là, vous êtes dans du code qui tourne sur le serveur, donc vous avez accès à toute la base de données. Vous pouvez utiliser n'importe quel agrégat de données que vous allez renvoyer au client. Donc là, c'est vraiment du code que vous allez écrire. Vous êtes libre de renvoyer les données qui vous semblent bons au navigateur. Donc vous pouvez effectivement agréger des données de plusieurs data classes ou faire ce que vous voulez en fait. Hein. Autre question? Non. Bah écoutez, on va... Ah. Non. Parce que je pense que je n'avais pas le temps de le faire. Ouais. Non, non, bah la transaction en fait c'est la méthode est simple. Hein. On commence une transaction, on modifie des données. Si tout se passe bien, on finit la transaction. Si ça se passe mal, s'il y a quelque chose qui n'a pas été effectué correctement, on revient aux données préliminaires. Ouais. Donc ça, bon, il y a tout est décrit dans la doc. Il y a des exemples aussi. Vous pourrez y jeter un coup d'œil. Très bien. Écoutez, on va aller manger alors.